La notion de minage est une notion qui est, alors souvent, en tout cas dans la preuve de travail, associée à quelque chose d'aléatoire, puisque globalement, c'est un mécanisme qui va permettre de réaliser une élection, et cette élection aura pour objectif d'aller valider les transactions qui vont être exécutées. L'objectif de ces élections est que vous ne puissiez pas anticiper le fait d'être élu et que vous soyez élu très peu de temps, de façon à ce que si vous cherchiez à falsifier la transaction à un moment donné, eh bien, vous n'ayez jamais l'assurance que c'est vous qui soyez le validateur de cette transaction-là. Et si vous le faisiez, bien entendu, comme vous ne seriez pas élu au tour d'après, eh bien, au tour d'après, la transaction, la branche que vous avez créée qui est invalide, serait invalidée par les prochains élus qui ne connaîtraient pas cette transaction frauduleuse que vous avez essayé d'injecter dans le système. Bon, c'est ainsi que les solutions, les blockchains sont globalement sécurisées et ces mineurs ont un rôle qui est important. Alors, dans une blockchain, on a donc des mineurs qui réalisent des calculs. Ces mineurs peuvent être associés à des pools, c'est-à-dire que tous les gens qui participent avec du matériel à une blockchain comme Bitcoin, par exemple, ne sont pas forcément eux-mêmes des mineurs individuels. Très souvent, pour arriver à avoir des résultats, ils vont s'associer collectivement dans ce qu'on appelle un pool pour unir leur puissance de calcul de façon à être élus, leur pool soit élu de façon régulière et ensuite on aura une redistribution. Donc c'est un peu comme, grosso modo, une fédération de mineurs indépendants qui vont s'unir pour arriver à trouver tous ensemble la pépite. Et cette pépite, ensuite, ils vont la diviser en fonction du nombre de personnes qu'ils ont été à la chercher. C'est pour ça qu'on a toute cette notion qui s'appelle du minage, c'est en référence à la mine, en référence à l'or numérique et en référence à l'or, parce que l'or, eh bien, il faut aller le miner, il faut descendre dans les souterrains, il faut aller chercher les pépites. Les pépites, elles auront de la valeur, on va les avoir après avoir fait du travail, on va les subdiviser si on a été sur un système qui était collectif, grosso modo, et se les partager. Et l'autre référence à l'or, c'est le fait que globalement, la quantité d'or dans le monde est finie. Et donc la quantité des assets numériques associés aux blockchains sont elles aussi finies et connues dès le départ. Il n'y a pas d'or qui va se créer sur la planète Terre. Tout l'or qui est présent sur la planète Terre est déjà présent. Mais on va le découvrir petit à petit. Et c'est exactement ces notions-là qu'on va retrouver dans les blockchains. L'autre élément qu'on va retrouver, c'est la rareté. C'est-à-dire que au départ, quand on va chercher de l'or ou n'importe quel autre minerai, on va en trouver beaucoup. Et puis quand on aura épuisé les plus gros filons, on va devoir aller creuser plus loin pour trouver des plus petits filons. Et donc en fait, plus ça va aller et moins on va trouver d'or. J'aurais tendance à dire qu'au départ, il suffisait des fois de se baisser pour récupérer une pépite d'or, mais aujourd'hui, toutes les pépites d'or qui étaient disponibles au sol ont été retrouvées déjà, et donc par conséquent, maintenant il faut creuser, il faut chercher, et toutes celles qui étaient faciles à trouver ont déjà été trouvées, on arrive sur celles qui sont difficiles à trouver, donc on en a de moins en moins. C'est ce qui fait la valeur globalement de minerais comme cela, le fait qu'ils soient finis et qu'on en trouve de moins en moins. Et c'est dans le Bitcoin et dans les blockchains, globalement, le même type de distribution qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a une promesse qui dit que, par exemple, toutes les 10 minutes, on trouvera au départ, mettons, 300 bitcoins. Puis ensuite, à un autre moment, un peu plus tard dans le temps, on n'en trouvera plus que 150. Puis un plus tard dans le temps, on trouvera plus que 75, puis plus que 37,5, et ainsi de suite. Et donc, ceci va créer de la rareté, et la rareté va globalement permettre d'augmenter aussi la valeur de ces éléments-là. On va chercher à trouver de la valeur dans ces éléments parce qu'on a besoin d'engager une communauté de mineurs dans le temps. Et cette communauté de mineurs, comme on l'a vu, elle fait des investissements sur du matériel, sur de l'énergie, sur du temps pour arriver à fonctionner tout ça. Et donc, il lui faut une rémunération qui soit attrayante derrière. Et comme on ne la rémunère pas avec du vrai argent, on ne le rémunère qu'avec des tokens numériques, il est important que ces tokens numériques aient une valorisation qui, elle, va permettre de faire fonctionner le système. Alors, comment on crée la valorisation? Eh bien, tout simplement avec un marché d'offres et de la demande. Donc, comme on l'a vu dans le cadre du minage, on va créer une offre, puisqu'on va régulièrement mettre à disposition des assets numériques, et ces assets numériques vont ensuite pouvoir être mis en vente. Donc on a créé une offre, et maintenant il est important de créer une demande. Donc la demande, elle va se créer en général par le fait
que pour réaliser des transactions, eh bien, on va devoir redistribuer une partie des bitcoins que l'on veut transférer. Et donc, par conséquent, on a besoin de bitcoins, on a besoin de consommer des bitcoins pour exécuter une transaction en bitcoin. Au tout départ, on va dire qu'on pouvait transférer des bitcoins sans avoir besoin de rajouter des bitcoins dans le système, puisque de toute façon, les gens qui faisaient la transaction touchaient pas mal de bitcoins. Mais au fur et à mesure, dans le temps où on va distribuer de moins en moins de bitcoins, et à un moment, on ne distribuera plus de bitcoins du tout, puisqu'on aura distribué tous les bitcoins, et bien à ce moment-là, il sera nécessaire que les gens qui veulent transférer des tokens, eh bien, donnent à ceux qui exécutent les transactions et donc aux mineurs une part des bitcoins qui vont transférer. Donc on a créé comme ça un système avec de l'offre et de la demande. Bien sûr, il y a d'autres façons de créer de la demande, c'est en lui donnant une valorisation et en faisant un asset qui, dans le temps, va avoir de plus en plus de valeur et qui peut devenir un placement. Et là, globalement, dans une blockchain comme le Bitcoin, on voit qu'on a une croissance de la valeur qui ne durera peut-être pas, voilà, mais qui est continue dans le temps et auquel chacun peut croire ou ne pas croire. Et si vous croyez à la valeur qu'a ce token-là, eh bien, par conséquent, vous pouvez potentiellement décider d'en acquérir pour le revendre plus tard. Mais du coup, en l'acquérant, vous avez créé une demande, en tout cas vous avez répondu à l'offre, et en le gardant pour l'avenir, eh bien vous avez réduit l'offre, et donc par conséquent, vous avez quelque part augmenté sa valeur. Donc c'est un mécanisme très classique, et c'est pour ça que je compare beaucoup à des actions, parce que finalement c'est un système dans lequel vous auriez des actions, que la façon dans laquelle vous allez rétribuer les employés, entre guillemets, ou les contributeurs de cet organisme-là, c'est pas en lui versant un salaire, mais c'est en distribuant tous les mois ou tous les jours ou toutes les 10 minutes des actions, jusqu'à une certaine quantité que vous avez définie à l'avance. C'est ce qui garantit que vos actions, elles auront de la valeur dans le temps. Et ces actions-là, eh bien, vous pouvez vous les revendre sur un marché. Et si des gens croient dans le service que fournissent ces entreprises, eh bien, cette action aura une valeur. Et à partir du moment où cette action a une valeur, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à l'acheter à un certain prix et cette valeur, elle est cotée. Voilà. Mais ce n'est qu'une croyance dans une valeur potentielle future qui fait que l'on va créer une demande. Toutes les blockchains ne reposent pas que sur des systèmes qui sont comme ça, avec une valorisation uniquement liée à de l'offre et de la demande, même si c'est quand même le cœur du système. Mais je vous ai parlé par exemple des NFT avec la propriété sur des droits musicaux. Vous voyez que dans ce cas-là, le NFT que vous possédez, eh bien, il correspond à une valorisation. Alors, comme un peu une action pareil, ou comme n'importe quel droit de propriété, il correspond à une valeur qui a un côté spéculatif, mais il est associé quand même à des revenus qui sont liés aux revenus de distribution de la musique, qui sont des revenus classiques et qui sont des revenus qui correspondent à des euros, des dollars ou autres, selon le marché sur lequel vous êtes, et qui sont ensuite réinjectés dans le système pour valoriser le NFT. Donc il y a des choses comme ça qui sont physiques. Il y a d'autres exemples dans la DePIN, qui est pas mal discuté sur ma chaîne, sur lequel la valorisation se fait à terme par la fourniture de services, par exemple de services télécoms, où finalement vous allez contribuer à créer un réseau télécom et les gens vont acheter des abonnements, comme vous achetez un abonnement chez Free ou chez Orange ou chez Bouygues aujourd'hui. Et sauf que ces abonnements, au lieu d'aller financer une entreprise privée, vont financer un système distribué qui vous fournit de la 5G, qui vous fournit de la connectivité IoT, ce genre de choses. Donc vous voyez que cette notion de valeur, elle est forcément sur le token qui est vu comme une action associée à une offre et une demande, mais que cette offre et demande peut aussi être associée à une réalité économique que l'on va trouver dans la société au travers de la vente de services ou de la vente de propriété intellectuelle.